Dans cet épisode de Carnet de route, nous nous rendons à Manjuli, où les bâtiments à toit russes dominent l'horizon. Ensuite, nous bifurquerons vers l'est à Haila pour rencontrer les créatrices de mode de minorités ethniques qui font des vagues dans les cercles de mode en Mongolie. Comme vous pouvez le constater, on ressent une forte influence russe car nous ne sommes pas juste à la frontière avec la Mongolie, mais aussi avec la Russie. Dans mon esprit, la Mongolie intérieure a toujours été synonyme de cavaliers chevauchant dans les immenses steppes. Honnêtement, je ne m'imaginais pas une ville frontalière aussi prospère et multiculturelle. Cela dit, les choses changent constamment et je veux savoir comment la culture mongole évolue ici aux frontières. Je suis Tianjan, bienvenue dans cet épisode de Carnet de route. Voici Manjuli, le poste frontalier le plus dynamique de Chine. Comme vous pouvez le deviner d'après toutes ces énormes lettres cyrilliques, c'est aussi la principale voie ferrée du pays qui mène à la Russie. Actuellement, 65% des imports-exports chinois vers la Russie transitent par cet endroit. Difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus d'un siècle, Manjuli était une simple station ferroviaire dans le grand est de la Chine. Aujourd'hui, les liens qui existent entre Manjuli et la Russie sont plus qu'évidents. Avec tous ces dômes et ces matrioshkas, on a l'impression de se retrouver dans une ville-parc d'attractions, une sorte de Disneyland russe. Ici, sur la place Matrioshka, vous pouvez côtoyer les célébrités. Cela reste toutefois très original et c'est un vrai cadeau pour les gens qui viennent ici à la frontière avec la Russie. Il y a plus de 200 poupées ici qui ont été peintes pour ressembler à des personnes connues telles que Shakespeare ou Federer et plein d'autres moins connues. Il y a aussi ces poupées géantes qui abritent des restaurants, hôtels et magasins de souvenirs. On trouve aussi un cirque et un parc d'attractions. C'est presque comme Las Vegas, mais dans la steppe et sans les paris. Pour une ville frontalière, l'industrie du tourisme à Manjuli est très développée. Les mois d'été, des artistes mongols et russes sont invités pour faire des spectacles pendant les dîners. C'est idéal pour découvrir la Mongolie intérieure, surtout si vous êtes pressé par le temps. Pendant 2 heures durant, votre dîner russe très copieux sera accompagné de chants de gorge mongols, de danses folkloriques russes, et même de ballets contemporains. En résumé, si vous voulez découvrir tous les types de danses mongoles et russes, et même d'autres danses plus créatives, c'est l'endroit où il faut venir. Bien que la majorité des habitants de Manjuli soient des Chinois Han, beaucoup ont savent un rayon sur les musiques et danses mongoles. Génial, ça m'a tout de suite fait penser au steppe. J'adore le fait qu'il y ait beaucoup de mélange ethnique. Vous n'avez pas besoin d'être mongol pour porter des vêtements mongols ou chanter leurs chansons. Tianjan est retourné sur la place Matrioshka pour le grand événement de ce soir, le cirque. J'ai hâte que ça commence. Je ne suis jamais allé au cirque avant, donc j'ai l'impression d'être à nouveau un enfant.
Pour Tianjan, c'est une chance de voir ces artistes de Russie qui sont réputés pour créer des spectacles magnifiques. Ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les trapézistes qui sont les cavaliers que nous avons aperçus plus tôt. Des roues de la mort au globe de la mort. Chaque artiste fait grimper d'un cran votre adrénaline. Ces artistes savent comment enthousiasmer la foule. Cet endroit ne correspond pas vraiment à l'image de ville frontalière que j'avais en tête. Je pensais que ce serait désert avec beaucoup d'herbe et pas grand-chose à faire, mais c'est vraiment un Las Vegas des steppes. J'ai l'impression de redevenir un enfant. Après tout ce charivari, il faut trouver un endroit pour se rafraîchir. Je ne connais pas grand-chose en architecture, mais ça peut se rapprocher du gothique contemporain. Je ne sais pas. Mais même si vous n'êtes pas un mordu d'architecture, c'est sûrement le meilleur point d'observation de la ville, car c'est l'endroit le plus haut de Manjuli. Et juste derrière moi se trouve l'immensité de la steppe, et c'est assez incongru de voir toute cette ville éclairée par des néons. Apparemment, c'est la haute saison touristique, mais cela montre également la richesse de cette ville devenue une plateforme absolument incontournable. Les lumières s'éteignent vers minuit et avant cela, la ville vue d'ici est très pittoresque. Tant que vous ne congelez pas sur place. Manjuli fait beaucoup de commerce avec ses voisins étrangers. Partout où on va, on voit des familles russes qui chargent leurs courses dans des camionnettes et quasiment toutes les enseignes de magasins ici sont en mandarin, russe et mongol. Mais si vous voulez acheter des choses purement russes, il vaut mieux traverser la frontière. En fait, c'est une zone franche où l'on trouve beaucoup de produits russes. Il y a beaucoup de choses écrites en cyrillique aussi. Vous trouverez une grande sélection de matrioshka ici. Comparées à celles vendues dans les magasins de souvenirs, ces poupées sont de bien meilleure qualité. Vous pouvez voir qu'elles ont été faites avec amour. Vous pouvez voir le nom du fabricant en bas de la poupée. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus typiquement russe qu'une matrioshka. Mais celles-ci sont faites et peintes à la main. Et vous pouvez même voir la signature des personnes qui l'ont faite, juste là. Je ne sais pas lire le russe, donc je peux juste deviner. Mais ces poupées cartonnent auprès des touristes chinois. Flairant l'opportunité, des Russes comme Kirill ont ouvert une boutique ici. Je vis à Manjuli et j'adore cet endroit. D'accord. Ce pays est super. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'adore les Chinois. Super, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À suivre, Tianjan va côtoyer des animaux de bois avant de voyager à Haila pour se délecter d'un copieux festin mongol.
À 30 minutes en voiture de Manjuli se trouve le parc atypique de mammouths, Jailainewa. Cet endroit est né suite à la découverte de fossiles de mammouths en 1980, dont un des spécimens répertorié comme le plus grand de Chine. Néanmoins, notre prochaine destination se trouve un peu plus loin. En tant que 5e plus grand lac d'eau douce de Chine, Kowloon est tellement grand que vous pourriez y mettre la ville de New York 2 fois. Malheureusement, il y a trop de vent aujourd'hui, sinon notre équipe aurait pris un bateau. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la région de Mongolie intérieure dans laquelle nous nous trouvons, Kowloon Buir, tire son nom du lac. Les Mongols appellent cet endroit le lac d'Alai, qui peut être traduit par le lac océan. Mon record aujourd'hui, c'est 5. Même s'il y a plus de visiteurs aujourd'hui, le lac Kowloon reste un point d'eau privilégié pour tous les moutons qui paissent alentour. Ils sont gardés par des bergers modernes qui, au lieu d'être à cheval, enfourchent des étalons de métal qui, en plus, diffusent de la musique. Voilà la Mongolie intérieure que j'avais à l'esprit. Je ne pensais pas que les gens faisaient de l'élevage de moutons par ici. Je pensais que c'était uniquement une destination touristique. Regardez-les courir, vous les avez vus? Je crois que je les ai effrayés. Le berger juste là, c'est difficile de l'atteindre. Ce sont vos moutons? Oui, je les sors à 4 h du matin et je les ramène à 20 h. Vous les enfermez dans cet enclos? C'est ça. Je suppose que c'est plus facile de se déplacer à mobilette ici. C'est un peu plus pratique qu'un cheval. Il n'est pas facile de gagner sa vie en faisant de l'élevage de moutons. L'été fut très sec, et quand il y a très peu d'herbe, les bergers doivent dépenser des sommes astronomiques en fourrage pour que leurs troupeaux survivent à l'hiver. Je dois avouer que la vie pastorale est très bucolique, mais pour être honnête, c'est un dur travail. Franchement, qui a envie de se lever à 4 h du matin pour sortir son troupeau et le ramener ensuite à 20 h à la maison? Pas étonnant que les choses évoluent. Je peux tout à fait comprendre qu'ils utilisent des mobylettes plutôt que des chevaux, car ils vous obéissent. Mais c'est la vie. Pour beaucoup de Chinois, la Mongolie intérieure est synonyme de steppe, et celles que l'on trouve ici sont censées être les plus belles. Les étés sont frais, et il y a des vols quotidiens en départ de Beijing ou Shanghai. La chose dont vous avez à vous préoccuper, c'est de choisir votre monture. Après tout, les steppes recouvrent la majorité du domaine de Kowloon Buir. Faites juste attention à ne pas vous endormir au volant ou aux rênes. Comparée aux vastes plaines, la prochaine destination de Tianlan est presque minuscule. Malgré sa petite taille, ça n'en reste pas moins un endroit clé dans la région de Kowloon Buir. Nous avons fait 200 km à travers les steppes pour atteindre le district de Hailard dans Kowloon Buir. Et à la sonorité, vous pouvez déjà deviner que ça ne sonne pas très chinois, bien que la ville ressemble à beaucoup d'autres villes chinoises. La majorité de ses habitants sont mongols.
Parlez à n'importe quel Mongol dans le monde de Gengis Khan et il y a des chances que ça fasse sa fierté. Après tout, il a conquis plus de territoires que personne d'autre dans l'histoire. Ce fut l'empire au territoire continu le plus vaste du monde. Raison pour laquelle vous trouverez des monuments qui lui ont été dédiés à peu près partout à Hailard. Même sur les rives de la rivière Hailard, le passé mongol de la ville apparaît toujours en filigrane. Il fait bien meilleur ici à Londres et je vais vous dire, il fait très chaud durant la journée. J'ai prospecté un peu aux alentours et j'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal d'éléments mongols dans la ville. Il y a des têtes géantes de chevaux sur le pont, des statues de cavaliers partout, des statues de Gengis Khan bien sûr. Donc c'est une ville avec pas mal d'aspects mongols à bien y regarder de près. Néanmoins, vous ne verrez pas de cavaliers déambuler dans les rues. Comme n'importe quelle autre ville, Hailard a enclenché le pas de la modernité. Les enfants mongols veulent maintenant des bulles dans leur thé au lait et de la restauration rapide plutôt que des soupes longtemps mijotées. Ce sont les conséquences inévitables de l'urbanisation lorsque les gens migrent vers les villes pour trouver de meilleurs emplois. Mais ce n'est pas parce que vous troquez les chameaux pour les taxis que vous oubliez vos racines. Si vous saviez parler anglais? Donc vous venez de Mongolie? Oui. Vous étudiez ici? Oui. Je travaille. Tu étudies quoi? Je suis étudiante mongole en art et culture. D'accord. Ok, chantez pour nous, chantez un truc. La chose la plus incroyable à propos de ces jeunes, c'est qu'ils harmonisent. Et ils font comme si c'était la chose la plus facile au monde. Cette chanson parle des mères, ce qui n'est pas très étonnant pour des étudiants loin de leur maison. Il y a un gros truc qui se prépare là. Il est 9 h du matin et la foire aux spécialités mongoles a officiellement commencé. Bœuf entier grillé, thé au lait, pièces de mouton, quasiment tous les plats mongols qui existent sont présentés ici aujourd'hui. C'est une réaction inconsciente, mais je suis en train de saliver. Il y a beaucoup de nourriture ici ce matin, mais si vous venez en Mongolie intérieure, vous allez dépenser des sommes rondouillettes pour leur spécialité. Comme vous pouvez le voir, le régime mongol est principalement composé de viande et de féculents. Vous pourrez vous délecter de panses de brebis farcies ou de boudog, soit une chèvre cuite de l'intérieur avec des pierres chaudes.
Je vais encore me gaver en mangeant de la viande toute la journée. Avec tant de morceaux de viande à l'os, pas étonnant que les restaurants fournissent toujours des couteaux avec les baguettes. Mon Dieu, il y a tellement de viande ici, l'odeur de la viande et du lait embaume les lieux. Mon Dieu, il y a tellement de variétés. À suivre, nous rencontrerons deux femmes visionnaires au point de vue très différent et verrons un défilé à nul autre pareil. Voici Nomin. Elle est créatrice de mode spécialisée en couture mongole contemporaine. Elle mélange des modèles des tenues traditionnelles Boryat et Barga avec un style occidental très près du corps. Ses créations audacieuses lui ont permis de remporter une médaille d'or lors d'un défilé de mode en Mongolie. Avant, les chances qu'avait une femme de se marier en Mongolie dépendaient de ses compétences en couture. Aujourd'hui, elle les utilise pour promouvoir la haute couture mongole. Juste à côté du studio de Nomin se trouve une autre créatrice avec une approche très différente. Les femmes bourriades doivent porter des chapeaux ou des foulards quand elles sont mariées. C'est un chapeau yodang classique. Vous le portez au travail. Pour les hommes et les femmes? Oui, c'est ça. Les femmes le portent attaché comme ça. Les hommes nouent les bords devant. Les Mongols ont des visages larges. Donc si vous le portez vers l'avant, vous aurez une tête toute ronde. C'est comme Photoshop. Les femmes le nouent à l'arrière pour avoir l'air plus mince. On dirait qu'il y a un chapeau pour chaque saison. Oui, les personnes âgées portent leur chapeau comme ça. Quand il fait froid et qu'il pleut, vous pourrez le porter comme ça pour protéger votre tête. C'est astucieux. Comme ça, vous avez toujours chaud même quand il vente. Concernant les boryats, il en existe tellement de sortes qu'il est facile de s'y perdre. Mais en les regardant bien, vous verrez des éléments communs. La partie du haut est de couleur bleue qui représente le ciel. Le noir symbolise la terre et le rouge le feu. Quand vous voyez ça, vous saurez qu'on porte une boryate. Toutes les bourriates sont très colorées et variées. Ce sont toutes des robes, mais je peux vous donner quelques astuces. Quand vous voyez le motif en zigzag, vous saurez tout de suite que la personne en question porte une boryate. C'est porté par les hommes, mais par les femmes aussi, jusqu'au jour où elles se marient et changent pour le gilet, car vous n'êtes pas censé voir le dos des gens. C'est comme ça que vous pouvez faire la différence entre les femmes mariées et célibataires. Comme ça, vous ne vous adresserez pas à la mauvaise personne. Le défilé de mode aujourd'hui est un régal pour les yeux. Siregema est en compétition avec d'autres créateurs de Chine, de Mongolie et de Russie. Ils ont été invités ici pour présenter leurs tenues traditionnelles. En plus des Mongols, il y a les Evenks, les Oroken, soit des ethnies minoritaires de Chine, et beaucoup d'autres que Tianlan ne connaît pas. Malgré leurs langues et cultures différentes, tout le monde a la même passion pour la mode. Tout le monde est prêt pour la grande compétition. On trouve des tenues très différentes.
et des façons très différentes de décider à quoi doit ressembler la tenue gagnante. Ils portent des tenues modernes ou traditionnelles? Traditionnelles. On peut sentir que les spectateurs attendent avec autant d'impatience que les participants que le défilé commence. C'est l'équipe de Sirigema qui commence. Elle dit que même si la plupart des gens portent des jeans et des t-shirts aujourd'hui, chaque Mongol qui se respecte se doit d'avoir une tenue traditionnelle. Même s'il est d'accord avec Sirigema, Tianjin trouve que les tenues modernes ont leur avantage également. Dans un monde parfait, nous pourrions allier le confort et le côté pratique des vêtements modernes avec l'élégance des tenues traditionnelles. Les Russes, de leur côté, ont décidément opté pour des looks hybrides. Quant à ces petites cavalières dont on ignore l'ethnie, ne sont-elles pas absolument adorables? Il existe des tribus mongoles très différentes, qui ont toutes leurs propres coutumes et façons de s'habiller. Ces mannequins sont de Mongolie et revêtent les couleurs de l'arc-en-ciel, un symbole fort de la mythologie mongole. Ce serait agréable de voir des gens porter ces tenues plus souvent, car elles incarnent une identité culturelle forte. Quand vous portez des tenues traditionnelles, vous ne faites pas que porter des vêtements, mais aussi l'histoire des gens qui l'ont façonné. Je dois dire que c'était une super expérience. La Mongolie intérieure est immense, elle est plus vaste que l'Europe de l'Est et il existe plein de groupes ethniques ici. Qu'ils soient mongols, Orotsen ou Evenk, il en existe encore plein d'autres. Et cet endroit est parfait pour que tout le monde se retrouve et montre ses plus belles tenues qui font la fierté de leur terre natale. Il faut que vous veniez le voir par vous-même. Dans le prochain épisode de Carnet de route, nous explorerons les steppes de Hulunbuir avec les Mongols Baorhu. Nous verrons les défis auxquels sont confrontés les modes de vie traditionnels et découvrirons les vieilles coutumes qui dominent dans le meilleur des mondes.